Bientôt 14h sur BFM TV. Bienvenue dans l'Après-Midi Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, c'est l'information de la journée. Se dirige-t-on vers une sortie de guerre entre l'Ukraine et la Russie? Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourraient se rencontrer d'ici 15 jours. On en parle avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants à Moscou et à Kiev. À la une également, on parlera de ces incendies en Espagne. Jamais le feu n'avait fait autant de dégâts dans le pays. 370 000 hectares plus même ont brûlé. 30 000 rien qu'en 24 heures hier. Il y a déjà eu 4 morts. La France envoie de l'aide. Et puis c'est la fin de l'alerte canicule heureusement. Mais attention toutefois aux orages. 3 départements sont concernés. La Lozère, le Gard et l'Hérault. Orages mais aussi pluie, inondations. L'actualité aujourd'hui, c'est cette question. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky vont-ils enfin se parler en face à face? L'idée fait son chemin depuis la réunion d'hier à Washington entre Donald Trump et le président ukrainien. Oui, on va voir comment tout cela est perçu du côté de l'Ukraine dans un instant. Mais tout d'abord de la Russie avec vous, Cyril Amourski, vous êtes notre correspondant BFM TV sur place. Comment l'annonce d'une potentielle rencontre entre le président ukrainien et Vladimir Poutine est-elle perçue? Alors ici en Ukraine, elle est perçue comme quelque chose qui est peu probable dans la mesure où on avait déjà une annonce comme quoi le président Poutine rencontrerait par exemple en 2022, à quelques jours avant le début de l'invasion à grande échelle, le président français mais aussi d'autres leaders occidentaux pour pouvoir discuter de la situation entre l'Ukraine et la Russie et pour éviter une guerre totale. On sait aujourd'hui comment cela s'est terminé et ce sommet n'a jamais eu lieu. Et puis il ne faut pas oublier que l'Ukraine propose en réalité déjà depuis des mois à la Russie de participer à un sommet entre le président russe et le président ukrainien. Cette proposition a toujours été rejetée par les Russes, que ce soit par le ministre des Affaires étrangères Lavrov, que ce soit directement par le président Vladimir Poutine. Et donc ici, pour l'instant, il y a encore beaucoup de doutes sur la possibilité qu'une telle rencontre ait lieu. Et même si potentiellement cette rencontre se passe, cela ne signifie pas, d'un point de vue ukrainien, que cette rencontre débouchera sur, par exemple, un cessez-le-feu ou mieux encore sur un projet de paix, sur une solution pacifique à ce conflit, à cette guerre. Et donc c'est aujourd'hui dans ce contexte-là que se trouvent les Ukrainiens, avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Ce qui est important pour eux, c'est que la rencontre d'hier ne s'est pas déroulée selon le scénario catastrophe. L'Ukraine n'a pas subi d'humiliation comme c'était le cas lors du 28 février. Lors de la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et c'est surtout cela donc que les Ukrainiens ont observé au cours de ces dernières heures. Et pour les jours à venir, ils s'attendent à ce qu'il y ait des nouvelles donc par rapport à des garanties de sécurité à l'Ukraine. Point très important qui a été mentionné lors de la rencontre d'hier mais qui n'a pas été clarifié. Donc au lieu d'avoir des grandes lignes, les Ukrainiens aimeraient avoir des détails et aimeraient savoir si cette rencontre entre le président ukrainien et le président russe Vladimir Poutine aura lieu ou pas. Cyril Amourski depuis Kiev pour BFM TV. Côté Russie également, les chaînes de télévision ont fait leur propre compte-rendu de la réunion d'hier à Washington. Et ce qui ressort surtout, c'est ce long appel entre Donald Trump à Vladimir Poutine pendant la rencontre avec Volodymyr Zelensky et ses alliés. Hier soir, Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec Donald Trump. L'appel a été initié par les États-Unis. Le président américain a informé le dirigeant russe des résultats de ses discussions avec Volodymyr Zelensky. Les détails de cet appel ont été révélés par Yuri Ushakov, conseiller du Kremlin. Selon lui, l'appel a duré environ 40 minutes. Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude pour la rencontre en Alaska et a salué les efforts de Donald Trump pour trouver une solution pacifique au conflit ukrainien. Et on en parle avec le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour, notre consultant défense BFM TV. Il y a donc cette rencontre, une date à définir entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Si le président russe y répond favorablement, il y a aussi la question du lieu. L'Europe, évidemment, est privilégiée par les alliés de l'Ukraine. Le chancelier Merz avait un temps évoqué la Hongrie. Et là, surtout, le président français, lui, plaide pour la Suisse. La Suisse qui, elle-même, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'elle était prête, sous condition, à offrir l'immunité à Poutine. Oui, pourquoi ? Parce que, en fait, Genève, c'est
le deuxième siège, en fait, de l'Organisation nationale l'Organisation des Nations Unies. Donc, tout justifie le fait que cette conférence entre les deux responsables, russes et ukrainiens, pourrait avoir lieu à Genève. D'abord, il y a un vrai savoir-faire. La Suisse est neutre, ça c'était extrêmement important, et ça permet en fait de travailler aussi en toute discrétion. Donc il y a énormément d'intérêt à ce que cette rencontre ait lieu à Genève, même si la Suisse est neutre. C'est en Europe parce que c'est un conflit qui concerne l'Europe, sachant que les autres alternatives pourraient être en Turquie. Pourrait être dans un des États du Golfe. Enfin, il y a déjà eu des rencontres, notamment en Arabie Saoudite. Voilà. Mais si on veut être réaliste, si on veut aller dans le fond des choses, puisque ça concerne l'Ukraine et la Russie, qui sont dans le continent européen, eh bien, le meilleur emplacement reste Genève. Qu'est-ce qui a pu se passer concrètement hier pour que, soudainement, Vladimir Poutine accepte potentiellement de rencontrer Volodymyr Zelensky? Alors, tout d'abord, il y a, en fait, on revient de très loin entre ce qui s'est passé à Anchorage, et on a tous en mémoire, en quelque sorte, l'accueil très chaleureux, voire beaucoup trop chaleureux de Donald Trump à l'égard de Vladimir Poutine, et le fait que, hier, à Washington, eh bien, les Européens se sont présentés de manière unie derrière Volodymyr Zelensky. Et donc, la pression, elle est sur Vladimir Poutine. Souvenez-vous, pendant un certain temps, Donald Trump disait oui, le processus de paix, c'est Zelensky qui n'en veut pas. Mais là, on a très clairement vu. Et notamment, justement, c'est l'un des résultats d'Anchorage, le sommet en Alaska, où Vladimir Poutine n'a pas dévié de ses objectifs et en quelque sorte a bien démontré qu'il ne voulait pas la paix. Donc la pression, elle est désormais sur Vladimir Poutine parce qu'il y a eu cette conjonction des efforts des Européens, de la coalition des volontaires, et parce que Donald Trump a compris aussi qu'il fallait qu'il rectifie son image qui avait été... quelque chose de fort pourrait vraiment se passer si les deux hommes se rencontrent vraiment? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, on a Vladimir Poutine qui dénie à Volodymyr Zelensky sa légitimité. Le contentieux est terrible entre l'Ukraine et la Russie, mais il faut bien, à un moment donné, passer par là. Donc on verra qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir. Merci Général Pellistrandi. Dans l'actualité également, à 14h07, il y a ces 30 000 hectares de plus en 24 heures qui ont brûlé en Espagne. Les incendies qui continuent leur ravage et le bilan qui s'est alourdi hier avec 4 morts depuis le début de l'épisode. Et pour faire face à cette vingtaine de feux toujours actifs, principalement dans le nord et le nord-ouest, le dispositif européen de renfort a été déclenché. 66 pompiers et membres de la sécurité civile française ont été mobilisés. Oui, depuis le début de l'année, les incendies ont parcouru 343 000 hectares de végétation. À nouveau, triste record pour le pays. Mathis Menu. Dans la pénombre, seul le faisceau des casques permet aux pompiers d'avancer. À quelques mètres, le feu est repéré. Dans cette forêt épaisse, il faut maintenant se frayer un chemin avec les lances. Un premier combat qui se fait pas à pas. Face aux flammes, les pompiers se relaient. Car dans cette zone boisée, il faut empêcher le feu d'avancer. Un village est menacé à proximité. Dans cette autre région, les habitants réveillés en pleine nuit doivent abandonner leur logement, escortés par la Guardia Civile. Dans la même région, ces images filmées au petit matin décrivent l'urgence de la situation. De part et d'autre des vallées, plusieurs départs de feu, situés seulement à quelques kilomètres les uns des autres. En Espagne, 373 000 hectares sont déjà partis en fumée, principalement dans 4 régions du pays. Ce lundi, des renforts français ont été envoyés en Espagne. En tout, 66 moyens humains, comprenant des sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile, ainsi qu'une trentaine de véhicules ont été dépêchés.
Prudence si vous vous trouvez dans le sud du pays parce que 3 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Il s'agit de la Lozère, de l'Hérault et du Gard. 14h, bientôt 10 sur BFM TV. On vous parle à présent de ce document. La menace d'un conflit nucléaire est à nouveau agitée. Elle a été récemment avec Vladimir Poutine et ce conflit en Ukraine. Le président russe pourrait-il réellement utiliser l'arme atomique? Que se passerait-il s'il passait à l'acte? Quelles seraient les conséquences que cela pourrait avoir pour la France? Oui, quelle décision également serait prise immédiatement par l'OTAN? Écoutez, c'est une enquête d'Isabelle Quintard, Clément Granon et Alexandre Funel.